Radio, l'invité de la rédaction. On continue notre hommage à Michel Crépeau, l'ancien maire de La Rochelle sur Radio, comme depuis lundi. On va parler aujourd'hui de Michel Crépeau, l'homme de gauche, avec mes invités. Jean-Michel Blaiseau est avec moi. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Benjamin. Avec nous Jacques Dilimbourg, qui a bien connu Michel Crépeau, notamment lors de conseils municipaux mouvementés. Bonjour Jacques. Bonjour. Et encore une fois avec nous, Jacques Bessières. Là aussi, pas mal d'anecdotes pour Jacques sur Michel Crépeau. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques qui va nous être particulièrement précieux dans cette émission aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser à Michel Crépeau, l'homme de gauche. On rappelle, Jacques, que Michel Crépeau participe à la création en 1972 du mouvement des radicaux de gauche à la suite de la scission du Parti radical. Oui, effectivement. Il a été l'un des hommes clés de la construction du mouvement des radicaux de gauche et peut-être même son sauveur à un moment donné, puisque je me souviens lors d'une élection, c'est Robert Fabre qui était secrétaire national. Nous nous rendions après le résultat des élections. Je m'excuse, mais je ne me souviens plus du tout de quelles élections il s'agissait, législatives ou présidentielles. Et j'étais dans la voiture de Michel Crépeau et nous écoutions la radio. Et Robert Fabre a parlé, et en indiquant que pour lui, l'union de la gauche, le mouvement des radicaux de gauche, c'était plus la solution, qu'en quelque sorte, il donnait sa démission. Et Michel a dit alors à son chauffeur, « Fais demi-tour, ramène-moi au siège ». Il dit « Je téléphone, je suis absolument en désaccord total avec lui ». Et nous sommes retournés au siège, et là, évidemment, nous avons laissé Michel Crépeau faire ce qu'il avait à faire. Mais quelque temps après, c'est lui qui devenait président du mouvement des radicaux de gauche. Oui, président Jacques Dilimbourg, de 78 à 81. Il est même candidat à l'élection présidentielle de 81. Il obtient, si j'ai les bons chiffres, 642 847 voix, soit 2,21% des suffrages exprimés. Oui, c'est un homme qui a toujours été profondément convaincu de sa gauche, et sa gauche, comme il disait, mais qui ne lui appartenait pas, qui était forcément une gauche plurielle, et il fallait que toutes les idées puissent s'exprimer, et s'exprimer fortement. C'est pourquoi il défendait évidemment chaque parti, et ensuite, au-delà, l'idée d'une union de la gauche chaque fois que possible. Bien entendu, avec toutes les querelles qu'il peut y avoir dans les partis, mais il était profondément laïque à ce niveau-là, et il était convaincu que seul l'ensemble de ces idées, dès lors qu'elles étaient sincères, serait de nature à faire évoluer les choses dans l'intérêt toujours du peuple. C'est ça qui l'animait d'abord. Être de gauche ou être de droite ou être ceci ou être cela n'était pas le plus important. Ce qui était le plus important, c'était d'être réellement au service de faire avancer la cause, et la cause du plus grand nombre, la cause du public. Et ça, c'était très fort chez lui. Jean-Michel, les plus jeunes d'entre nous ne s'en rendent pas forcément compte, mais il a fait partie de ceux qui ont fait vraiment bouger la gauche à cette période clé de l'histoire de la France. Oui, et qui a su aussi mobiliser la jeunesse rapidement. Hein. C'était un de ces vecteurs qu'il avait à cœur. Et il était... Comme le dit Jacques Bessières, il était très roué en politique, et parfois même il empruntait un peu à... Ah, c'est Jacques Dilimbourg qui reçoit peut-être des anecdotes sur Michel Crépeau par téléphone. Parfois il empruntait même à Machiavel, et je me souviens qu'il avait dit un jour... en politique, ce qu'on ne peut pas obtenir par la force, eh bien, il faut essayer de l'obtenir par la ruse. Et il était capable, comme ça, de retourner à son avantage des situations qui n'étaient pas forcément évidentes dans l'instant. C'était quelqu'un qui était porteur d'un message où tout le monde pouvait se reconnaître. Et quand Jacques Dilimbourg parle
cette foi et de cette proximité avec les citoyens, quelle que soit la couleur politique, c'était très fort chez lui que de se sentir le plus universel possible dans son expression, dans sa pensée, et le plus clair possible. Moi, ce qui me frappe toujours quand j'entends là des extraits de ces discours, c'est que c'est à la fois clairvoyant et très clair dans le message, compréhensible par tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait fac de droit à Bordeaux comme il avait fait pour comprendre son message. Son message, il est accessible à tous et pour tous. Et on va l'écouter une nouvelle fois dans cette émission, puisqu'on parle de l'homme de gauche, Michel Crépeau. Il y a un discours qui est resté un petit peu dans les mémoires, le discours de Montauban. On va écouter justement ce discours à propos de la gauche. C'est parce que je suis un homme de gauche que je veux rendre à la gauche cette dimension qui lui a si cruellement manqué. Et si je vous en ai convaincu, il faut que vous m'aidiez à convaincre les autres. Et notamment ceux qui vous disent « Mais qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Mais vous allez gêner le candidat socialiste. » Mais moi je voudrais bien comprendre, si vraiment nous ne représentons rien, nous ne gênons personne, et si nous représentons quelque chose pour la gauche, alors il faut que nous l'exprimions hautement, fortement, fermement. C'est compliqué, Jacques Vessières, de ne pas être convaincu quand on entend ce discours. Oui, mais bien sûr. Et puis je crois qu'il ne faisait pas de cinéma, quoi. C'était sincère. Alors je vous dis pas que les chemins qu'il prenait étaient toujours les bons. Nous autres au Parti communiste, on était plus virulents que lui pour attaquer le grand patronat et les banques, évidemment. Lui, il le faisait d'une manière plus feutrée. Mais son combat était sincère, je le crois. Il a toujours été, que ce soit sur les grandes questions politiques ou sur des questions plus bénignes, il a toujours été sincère, il a toujours défendu les intérêts des petites gens, les intérêts du peuple globalement, quoi. Non, c'est vraiment... nous étions concurrents, comme je le dis souvent, mais des concurrents qui s'estimaient réciproquement, je le pense. Jacques Dillenbourg, quand vous êtes arrivé la première fois, quand on rencontre Michel Crépeau et qu'il use comme ça de sa verve pour convaincre, c'est sûr qu'on doit être au garde à vous derrière pour le suivre. C'est extraordinaire. Moi, il m'avait convoqué pour être convoqué quand on est jeune, inexpérimenté, être convoqué dans son bureau, autant vous dire que j'étais... Vraiment très, 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 très inquiet, que me veut-il? Il me dit comme ça, ben voilà, on m'a dit que tu serais le meilleur, donc tu seras sur ma liste et tu seras adjoint au sport. Mais monsieur le maire, je ne serais jamais capable, moi. Je lui réponds comme ça là, tout de go. Et il me dit, il n'y a que des cons qui ne sont pas capables. Alors c'est d'accord. Et il se lève et puis il me tend la main, il me fait signe que je devais sortir. Et me là dans la cour de l'hôtel de ville en me disant « Attends, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Voilà, effectivement, il savait convaincre. Il ne fallait pas 20 phrases. Voilà. Et je crois quand même que c'est, à ce niveau-là, c'est ce que je rajouterais, moi, de la vision qu'on peut avoir de cet homme-là, c'est que c'était un élu, en tant qu'élu, c'était un élu qui avait, comment dirais-je, qui était capable d'oser. Quand on lui propose de faire une Ma ville sans voiture, il fallait être gonflé de dire oui et d'essayer. Quand on lui propose d'inonder la ville de vélos gratuits, d'en mettre partout, il fallait être gonflé de dire oui, etc., etc. On pourrait... Les anecdotes. Il osait et il faisait confiance. Quand on lui propose d'éclairer le stade Rochelet, le stade de Flandre, de mettre des lumières alors qu'il n'y a qu'à jouer en plein jour, au bout du compte, il ose, il fait confiance. Et puis ça finit par marcher, tant mieux. Ça aurait pu ne pas marcher, il y a aussi des choses qui ont pu tâtonner. Mais c'est ça, je crois, qui était très fort chez lui, c'est qu'il osait. Et pourquoi ? Parce qu'il avait cette vision forte que la politique, c'était aussi donner du mouvement, donner de l'élan et partager des choses les plus fortes.
Et parmi sa volonté, ses volontés, il y avait celle de rendre à la gauche la dimension qui, selon lui manquait. On va écouter un deuxième son de Michel Crépeau. Pour rendre à la gauche la dimension qui lui a manqué, pour gagner, mais plus encore pour gouverner. Le Parti socialiste ne gouvernera pas seul. Dès lors qu'il ne peut pas gouverner avec le Parti communiste, il faudra qu'il gouverne avec quelqu'un. Et avec qui pourrait-il le faire ? Sinon avec ce centre-gauche que je veux rassembler pour transformer la société, et puis pour ajouter aussi à la manière dont on fait de la politique. Car changer vraiment, ce n'est pas seulement changer de politique, c'est changer la politique pour lui rendre cette dimension de la priorité de l'homme que nous représentons. Car les marques d'une société libre, c'est le rire, la fête, l'humour et la tendresse. Cette dernière partie de l'intervention de Michel Crépeau, Jean-Michel, ça résume bien le personnage, hein, le rire, la fête, mais en même temps des idées claires. Oui, ça contient toutes les dimensions de l'humaniste dont on parlait tout à l'heure, sans galvauder la terminologie. Il disait aussi que le vrai progrès, je me souviens que ça m'avait marqué cette phrase, le vrai progrès, c'est une tradition qui se prolonge. Et c'était quelque chose de très fort chez lui. C'était un Vendéen, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il y avait cette force des ancrages et de la tradition, mais qu'il fallait en permanence faire évoluer avec le monde. Et il était visionnaire par certains côtés. Moi, je me souviens aussi d'avoir lu à cette époque-là une phrase sur le libéralisme qu'on pourrait projeté aujourd'hui. Il disait je suis plus songeur sur les vertus du libéralisme à tout va et sur les bienfaits de la pensée unique. Puisse le XXIe siècle, il disait ça en 1980, puisse le XXIe siècle inventer autre chose que ce dont on nous rebat tous les jours les oreilles. C'est quelque part... Aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous paraissent naturelles, tant dans ces initiatives que dans ces prises de position. Mais il faut voir qu'il y a 30 ans, 40 ans, c'était quelque chose qui, par certains côtés, était presque à contre-courant de cette pensée qu'il critiquait, la pensée unique. Cet homme-là avait, je pense, une vision du monde qui était à la fois la synthèse de ses éruditions à partir des pensées des philosophes grecs, mais aussi du contrat social de Rousseau, d'Alain, qu'il connaissait aussi sur le bout des doigts. C'est quelqu'un qui avait une vision pour le monde et pour les citoyens du monde, mais qui avait aussi toujours en mémoire des ancrages et des traditions du terroir. C'était quelqu'un qui était à la fois pragmatique, du terroir et visionnaire. Je crois qu'il faut rajouter que son carburant, ce qui lui permettait d'avancer tout le temps, son carburant, c'était La Rochelle. La Rochelle était la plus belle de ses maîtresses, comme il disait, et jamais il ne l'a trompée. Et tout le temps, il l'a honorée, et jusqu'au dernier souffle. Et ça, cette chose-là était chez lui une puissance incroyable. Il pouvait tout pour elle. Et justement, ça tombe bien, belle conclusion et belle transition de Jacques Dillenbourg, puisque demain, ça va être notre dernière partie de cet hommage à Michel Crépeau. On va parler de la relation Michel Crépeau avec sa ville de La Rochelle. Merci Jacques Dillenbourg, merci Jacques Bessières, merci Jean-Michel. On se retrouve demain pour cette dernière partie pour donc justement parler de La Rochelle. Merci messieurs. La radio.